Bonjour, bonjour. Bonjour. Michel. Sabrina, enchantée. Bonjour. Bonjour, Sabrina. Pierre. Bonjour, Sabrina. Enchantée. Pierre. Enchantée. Catherine. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il te plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes de discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes sera allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler que le jury a l'obligation de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour à vous trois. Mon nom c'est Sabrina Lapierre. Je travaille avec Ernst & Young, professionnel senior en fiscalité. Mon background est en comptabilité, donc j'ai fait ma carrière en comptabilité avec une maîtrise en fiscalité de Sherbrooke. J'ai été à votre place déjà, ça fait pas très longtemps. Fait que j'ai une bonne idée de ce que vous vivez en matin, puis je sais que vous êtes levé tôt. Fait que moi, je vous donne un chapeau à vous trois pour être ici à 8 heures. Je sais que vous avez commencé tôt ce matin. Merci. Pauline Beautour, je suis chef d'équipe senior chez Ernst & Young. Ça fait que bonne chance. Moi, c'est Pierre Leblanc, je suis chef d'équipe chez Boudreau Albert Savoie, une firme locale. J'ai fait des études ici à Moncton en comptabilité. J'étais allé à Sherbrooke faire mon CA là-bas. J'ai fait mon INDEP en fiscalité. J'ai participé au jeu. Malheureusement, j'ai jamais eu l'opportunité de faire ce que vous autres avez fait. J'avais eu des conflits d'horaire. Mais comme Sabrina l'a dit, chapeau à vous autres pour cette levé ce matin et venir nous présenter. Merci. On commence. Donc, bonjour Madame la bricoleuse. On est très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous donner les meilleurs conseils en fait concernant l'acquisition, la vente éventuelle de votre entreprise. On se sent également très privilégié de travailler avec vous puisque vous êtes un entrepreneur qui a très bien réussi. La vente d'une entreprise, en fait, c'est quelque chose de très complexe. Puis on vous félicite, en fait, d'avoir fait appel à des fiscalistes, des professionnels qui vont vraiment pouvoir vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter mon équipe. Michel Mercier-Desjardins, Cassandra Tourini et moi-même, Catherine Dubois-Nadeau. Si on y va avec notre mandat aujourd'hui, c'est en fait de vous éclaircir sur les deux options de vente qui vous étaient présentées. On voulait avoir le moins d'impacts fiscaux possible, donc payer le moins d'impôts possible, réaliser vos objectifs futurs qui étaient de prendre une retraite assez hâtive, une retraite bientôt, puis d'obtenir les meilleurs résultats possibles concernant vos entreprises. Si on y va rapidement avec le plan de la présentation, on va tout d'abord commencer par vous présenter la déclaration de 2016 de l'entreprise Aqua. On sait que la date de production est la date de paiement de l'impôt est le 31 octobre, donc c'est une demande qui est très pressante. On va parler de conformité fiscale, il y avait certains points qui étaient à modifier, puis on va estimer en fait l'impôt que vous aurez à payer. Ensuite, on va analyser les options de vente. Donc, on avait la vente des actifs ou la vente des actions. Puis, on se demandait également qu'est-ce qu'on ferait là, avec les actifs excédentaires qui n'étaient pas désirés par l'acheteur potentiel. On va terminer en parlant des perspectives d'avenir qui, bien sûr, vont être concordonnées avec vos objectifs et vos préférences. Donc, vous nous avez mentionné que la fin de votre année fiscale est le 31 juillet. Nous sommes présentement le 22 octobre. Donc, la première conclusion qu'on est arrivée, c'est que les paiements sont dus pour le 31 octobre. Donc, c'est quand même une demande assez pressante. Puis, à l'analyse de votre bilan, on a pu déceler qu'il n'y avait pas d'impôt de provision qui avait été versé. Donc, ça serait quand même assez important de régler ça tout de suite afin d'éviter l'imposition quand même de 5 % qui est non négligeable sur le solde. Donc, pour le plan de la présentation de la déclaration fiscale de Aqua, on va vraiment s'accorder à la conformité fiscale parce qu'on a dénoté des petits points qui ne sont pas conformes à la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, on va régler ça en premier avant d'estimer le montant payé. Donc, comme j'ai mentionné, la date de production, vous avez 6 mois pour le produire. Donc, de ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On a eu le temps de s'y attarder. Donc, ça nous mène au 31 janvier 2017.
Par contre, là, le paiement, là, il est dû dans 3 mois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va régler là, très, très prochainement. Au niveau de la conformité fiscale, on va pu voir que vous êtes dame généreuse, donc vous avez fait 2 dons, soit un au jeu du commerce, puis un à l'organisme de sclérose en plaques. Donc, pour ce qui est de la Société canadienne, c'est un organisme de bienfaisance qui peut émettre, qui est enregistré, donc elle peut vous émettre un reçu. Donc, de ce niveau-là, c'est vraiment un don que vous avez fait qui va être déduit à 100% au revenu imposable de votre entreprise. Par contre, au niveau des jeux du commerce, l'organisme n'est pas enregistré, donc ne peut pas émettre de dons. À ce niveau-là, ça se réfère plus à une publicité qui, elle, va être déduite au revenu de l'entreprise. Au niveau de l'assurance vie, vous nous avez mentionné que vous avez une assurance vie qui a été contractée là, pour assurer le prêt que vous avez fait pour des nouvelles acquisitions de matériel puis pour la rénovation de l'usine. Ce que la loi de l'impôt nous dit, c'est que oui, on peut déduire une assurance vie seulement si elle est exigée par l'institution financière pour garantir le prêt. Puis également, on peut la déduire seulement à concurrence du montant de l'emprunt. Donc, si on n'avait pas les informations, on a pris comme hypothèse par contre que puisque c'était pour garantir un prêt, c'était exigé par l'institution, puis que la police d'assurance était conforme là, au niveau du montant de prêt. Donc ici, on va venir la déduire à 100%. Au niveau de la conformité fiscale, puis des frais de voyage puis de représentation, en fait, il y a 2 options qui s'offrent pour les repas d'employés. Premièrement, les frais de repas d'affaires, ça c'est des frais de représentation en tout temps. Donc vous pouvez les déduire seulement à 50% dans votre revenu. Donc c'est ce qu'on a pris en considération. Pour ce qui est des repas des employés, il y a 2 situations. Soit que c'est des repas qui sont remboursés, donc ça aussi, ça représente des frais de représentation, donc c'est déduit à 50%. Par contre, si c'est des repas qui sont offerts à tous les employés, que vraiment tout le monde a été convoqué, tout le monde a été invité, comme par exemple un souper de Noël ou une autre activité, ça, la loi, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on est limite de 6 par année. Donc, on pourrait venir les déduire à 100% si ces critères-là sont respectés. On n'avait pas les informations, donc on a pris pour acquis que c'était les frais de représentation. Par contre, si vous pouvez vraiment venir nous confirmer que tout le monde était invité et que c'était une activité, on pourrait les déduire à 100%. Au niveau des congrès, vous avez mentionné que vous voyagez un peu partout dans le monde pour des congrès. Il y a plusieurs critères afin que les congrès soient admissibles. Donc, premièrement, c'est un maximum de 2 congrès par année. Cette année, vous avez assisté à un congrès au Japon. Donc, ce critère-là est respecté. Le congrès doit être dans le territoire opéré par l'entreprise. Donc, vous êtes une entreprise qui est située au Nouveau-Brunswick, vous faites affaire ici. Par contre, le Japon, ce n'est pas un de vos marchés, donc ce critère-là, il ne serait pas respecté. Également, il faut que ça soit afférent avec les activités. Donc là, c'était un congrès, on ne savait pas de quelle nature. Il faut que la nature soit afférente avec les activités d'Aqua. Donc, ça ne pourrait pas, par exemple, être un congrès là, pour les comptables professionnels si vous n'avez pas de comptable professionnel au sein de l'entreprise. Également, il faut que ça soit organisé soit par un ordre professionnel ou un organisme commercial. Ici, on n'avait pas les informations, donc c'est des choses qu'il faudra aller chercher. Les impacts de tout, donc on est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas admissible à cause du fait que c'était au Japon. Donc probablement qu'il y avait un congrès qui pouvait être plus près de vous, de votre territoire d'opération. Donc ici, on a pris en considération qu'il n'était pas respecté. Donc aussi pour votre mari qui vous a accompagné au cours du congrès, lui il n'est pas salarié d'entreprise, donc c'est pas un employé. Lui on ne pourrait pas déduire ses frais non plus là, si toutefois votre pension à vous serait acceptée. Donc ce que ça fait comme impact, c'est qu'on ne peut pas déduire le 4 000 $. Aussi, vous nous avez mentionné que les frais de repas n'étaient pas inclus dans le prix. Si le congrès avait été accepté, on aurait pu déduire 50 $ par jour, par personne pour les frais de repas. En ce qui concerne les déductions aussi pour amortissement, donc le bâtiment, vous l'avez acquis avant le 19 mars 2007, donc ce qui fait en sorte qu'il est classé dans la catégorie 1, puis qu'on peut prendre seulement 4 % de taux de DPA dégressif. Donc c'est le taux qu'on s'est basé, ce qui nous fait une déduction pour amortissement de 31 440 $ en 2016. Au niveau des équipements, ils ont été acquis avant 2016, puis ils sont utilisés là, pour la fabrication et la transformation là, à plus de 90 %. Donc ça fait en sorte qu'on les classe à la catégorie 29, qui nous permet quand même de prendre un avantage. C'est quand même assez avantageux parce qu'on peut prendre un amortissement de 50 % linéaire. Donc c'est ce qu'on a pris en considération pour un DPA là, de 78 000 en 2016. Au niveau des voitures, donc dans l'offre d'achat, ce qu'on a pu dénoter, c'est que il y avait 2 voitures qui avaient quand même un coût d'acquisition de 150 000 $. Donc, c'est des voitures qu'on considère comme des voitures de touristes. Puis, on a pu voir aussi qu'il y avait une FINAC supérieure, donc à 230 000 $. Donc, on suppose qu'il y a d'autres voitures aussi dans la catégorie. Au niveau des voitures qui ont un PBR là, de 150 000,
pour les 2 voitures. Donc, comme j'ai dit, c'est des voitures de touristes, ce qui fait en sorte que c'est dans la catégorie 10.1 à 30 %. Mais par contre, on peut prendre une DPA maximale de 30 000 $ plus la TVH. Donc, ça nous ferait un amortissement, une fraction d'un amorti du coût à capital maximal de 34 500 $. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi lorsqu'on achète une voiture. Donc, c'est pas vraiment avantageux pour vous d'acheter une voiture luxueuse. Par contre, si c'est des camions de livraison, on peut comprendre là, que c'est ça coûte plus cher. À ce moment-là, ça serait classé là, dans la catégorie 5. Pour ce qui est de la DPA, pour la DPA là, pour les voitures de l'année, donc on s'est vraiment basé avec le 230 000 $ puisqu'on ne connaissait pas les détails pour les autres voitures. Donc, ça nous fait un montant de 69 000 $. Donc, on arrive ici avec la déclaration fiscale en date d'aujourd'hui avec les informations qu'on a. Donc, on est parti avec le bénéfice avant impôt comptable. On a ajouté tout ce qui était la conformité qu'on vous a parlé au niveau comptable. Donc, l'amortissement, les dons, les repas, les concrets. Donc, on arrive avec un bénéfice redressé de 648 000 $. Par la suite, on est venu appliquer ce qu'on a discuté avec vous précédemment, donc la déduction pour amortissement, la publicité, les frais de repas, ce qui nous fait un revenu de 226 940. Puis ici, on a déduit le don pour la sclérose en plaques au revenu imposable. Donc, ce qui nous donne un revenu imposable de 411 000 $. Puis, on aurait un impôt à 18,5 $, donc un impôt à payer de 65 000 $. Donc maintenant que la conformité est complètement réglée, qu'on sait qu'on va être à jour pour la déclaration d'impôt qui arrive prochainement avec les paiements, on va aller voir une des conditions de votre compétiteur qui voulait acheter vos actifs. Donc il y a différentes façons de voir l'avantage des ventes d'actifs ou ventes d'actions. Je vais laisser Catherine avancer avec ce point-là en priorité. Donc en fait, il y avait vraiment 2 options, vente d'actifs, vente d'actions. Pour la vente des actifs, c'est sûr qu'il y avait certains avantages. Comme on l'a vu, l'acheteur va pouvoir nous acheter seulement les actifs qui lui intéressent. On va pouvoir garder les actifs excédentaires, puis éventuellement les liquider ou les utiliser pour une nouvelle entreprise, là, si vous voulez toujours en créer une. Également, on va pouvoir demander un montant plus élevé à l'acheteur de nos actifs, puisque lui va profiter d'une fraction d'un amorti du coût en capital qui va être plus élevé. Donc, à tous les ans, il va pouvoir prendre un montant de déduction pour amortissement qui est plus élevé, ce qui va faire baisser l'impôt qu'il a à payer. Donc, ça, c'est vraiment un avantage là, pour notre acheteur, un point sur lequel on peut jouer en notre faveur là, lors de la négociation pour le prix. Comme inconvénient, par contre, c'est que c'est nous qui va garder le passé légal de l'entreprise. Je sais qu'on fabrique des aquariums. On ne sait pas du tout si ça arrive souvent, mais il peut y avoir, par exemple, une fuite dans un magasin ou quelque chose. Donc, un passif éventuel qui peut être créé là, suite aux activités qu'on fait. Donc, on va être encore responsable de ces passifs éventuels s'ils arrivent. On doit également garder la société active. On suggère habituellement 2 ans d'activité. Puis, ça va faire en sorte qu'on a toujours des frais à payer pour conserver la société en place. Puis, ça va être également un gros désavantage. Là, ça va être impossible de prendre la déduction pour gain en capital. Puis, on a vu qu'avec votre structure actuelle, mais on a une fiducie. Donc, ça va être possible de multiplier la déduction en gain en capital qui est d'un montant de 824 176 $ par bénéficiaire de la fiducie. Donc, c'est vraiment un avantage important que vous perdriez en vendant les actifs. Pour la deuxième action, mais en fait, les avantages et les inconvénients, c'est un peu le contraire de la vente d'actifs. Donc, au niveau des avantages, on va pouvoir prendre la DGC, un avantage qui est très, très, très important, là, au risque de me répéter. On va pouvoir répartir le gain en capital qu'on va faire sur 5 ans, ce qui va nous permettre, en fait, de payer un petit peu moins d'impôts. Puis, on peut également, comme je l'ai dit, fractionner le revenu entre les bénéficiaires de la fiducie. Au niveau des inconvénients, c'est sûr qu'en vendant nos actions, en déclarant une grosse déduction pour gain en capital, dans le fond, on va devoir payer un impôt minimum de remplacement sur la vente de ces actions-là. On va également devoir demander un prix de vente moins élevé à l'acheteur parce que, évidemment, la FNAC des immobilisations qu'il va acquérir va être la même que notre FNAC actuelle. On va également devoir faire une purification dans notre situation actuelle parce que l'acheteur ne voulait pas acheter tous les actifs qu'on possédait dans notre entreprise. Donc, il va falloir avoir des techniques de purification là, dont on va vous parler un peu plus tard. Donc, justement, au niveau de la liquidation des actifs, parce que votre acheteur veut acheter nécessairement les actifs, il y a des concepts fiscaux qui sont extrêmement importants, dont la création, il y a l'utilisation du capital, du compte en dividende en capital. En fait, ici, c'est un principe d'intégration. C'est que lorsque vous êtes imposé sur du gain en capital d'une entreprise, il y a un impôt au niveau du revenu de placement, qui est à 50 %.
Mais pour être sûr que lorsqu'on revient dans les poches d'un particulier, il n'y a pas une double imposition à 50% au taux. Il y a du CDC qui est libre d'impôt lorsqu'on le verse. C'est vraiment seulement un dividende libre d'impôt qui est versé dans les poches d'un particulier dans vos poches gratuitement. Le solde IMRTD, en fait, ça ici, c'est lorsque vous faites du revenu bien. Ça veut dire qu'il y avait un solde de 62 000. Dans les années passées, vous avez dû faire du revenu de bien à quelques années, ça s'accumule. Ça permet de... Ici, ça permet de d'utiliser du RTD, du remboursement au titre de dividende. Donc, lorsque vous versez 3 $ de dividende, il y a 1 $ qui vous est possible qui est non imposable à l'intérieur de celui-ci. Un très avantageux, le solde de CRTG, en fait, ça vient avec la notion du plafond des affaires des sociétés. Donc, ici, on parle d'un plafond de 500 000 $. Lorsque vous excédez ce plafond-là au niveau de vos résultats, de vos bénéfices, en fait, vous êtes imposé à un taux de 26,9 %, contrairement à 18,5 qui est le petit taux. Donc, ici, ça fait un dividende déterminé que lorsqu'on verse dans vos poches, en fait, comme particulier, il y a une majoration de 38 %, mais également un crédit d'impôt de 15 %, donc qui est plus avantageux, pour toujours respecter la notion le concept d'intégration. Donc, on a calculé un peu les impacts monétaires des deux options. Donc, la vente des actifs. Ici, on a considéré une vente des actifs totale. Donc, une liquidation totale de la société. On a pris pour hypothèse, en fond, que vous allez liquider vos actifs à l'acheteur potentiel, puis le reste des actifs à un autre acheteur potentiel ou à votre société de gestion. Donc, vraiment, les impacts, c'est au niveau global de l'entreprise, tous les actifs. Donc, on a tout d'abord commencé par calculer quels seraient les biens en capital et les récupérations d'amortissement qu'on va faire suite à la disposition de nos actifs. Donc, ici, on a le terrain. On a un produit de disposition de 300 000 $ qui correspond à la juste valeur marchande du terrain. Un PBR qui est en fait le coût du terrain de 150 000 $ pour finalement avoir un gain en capital imposable de 75 000 $. Au niveau, après ça, on a 3 actifs sur lesquels on va avoir de la récupération d'amortissement. Donc, c'est des actifs qui sont amortissables. C'est la raison pour laquelle on a de la récupération de l'amortissement ou une perte finale lorsqu'on va en disposer. Donc, on a tout d'abord le bâtiment. Même principe que tantôt, bâtiment, équipement, véhicule, le produit de disposition, c'est toujours la juste valeur marchande. Le PBR, toujours le coût auquel on a acquis. On voit ici que pour le bâtiment, bien, ça nous fait un gain en capital imposable de 37 000 $. Pour l'équipement, une perte en capital imposable de 15 000 $. Et pour les véhicules, une perte en capital imposable de 15 000 $ également. On avait deux véhicules dont on disposait. Donc, ça va nous faire, on va devoir multiplier ce montant-là par 2. On a également calculé sur le côté la récupération d'amortissement ou la perte finale. On voit qu'il y a une petite coquille au niveau de la deuxième, c'est une récupération d'amortissement et c'est écrit perte finale. Donc, comment ça se calcule? En fait, on prend la FNAC moins le moindre du produit de disposition et le coût en capital. Donc, concernant la vente des actifs, ici, on a utilisé en fait ce qu'on appelle un tableau de liquidation. Donc, la première colonne étant la juste valeur marchande des actifs. Puis, la deuxième colonne, en fait, c'est les revenus. Quand on va disposer de certains actifs, là, comme l'encaisse, les comptes clients, les stocks et les frais payés d'avance, mais ça va être en fait du revenu d'entreprise. Quand on va disposer, par contre, des terrains, des bâtiments, des équipements et des véhicules, mais ça va être plutôt du revenu de placement. La récupération d'amortissement ou la perte finale va être en fait du revenu d'entreprise. Donc, on vous a toutes séparées sur un tableau. Pour les comptes clients, c'est important de mentionner qu'on va faire le choix éventuel de prendre l'article 22. On ne connaissait pas leur juste valeur marchande, mais habituellement, la valeur des comptes clients, comme il y a des provisions pour créances douteuses, est toujours moins élevée là, que la valeur au livre de l'entreprise. Donc, on peut voir ici qu'à la suite de liquidation de tous ces actifs-là, on va avoir une somme reçue de 4 274 000 $, qui est en fait la juste valeur marchande de tous les actifs avec les données qu'on avait. C'est sûr qu'il y a des actifs qu'il faudrait réévaluer à la juste valeur. On allait enlever les dettes, l'impôt sur le revenu d'entreprise qu'on avait calculé précédemment, l'impôt sur les placements, et on va ajouter le remboursement à titre de dividende, puisque lorsqu'on va se verser des dividendes, c'est l'argent qu'on va récupérer. Au niveau personnel, donc on va avoir ce montant-là, vous allez obtenir 2 496 000 $. Vous allez pouvoir vous verser du CDC, qui est un dividende libre d'impôt de 77 000 $. Vous allez également pouvoir vous verser des dividendes déterminés. On a ici sur le côté le calcul là, pour le CRTG pour savoir combien de dividendes déterminés vous allez pouvoir vous verser. Comme c'est les dividendes qui sont le plus avantageux pour vous à recevoir, bien, on a priorisé le versement de ces dividendes. Puis le reste, en fait, va être des dividendes autres que déterminés. Ça va vous donner au total des liquidités de 3,5 millions à vente des actifs. Pour la vente des actions, bien, on avait un petit problème ici, c'est qu'on n'avait pas la valeur de l'entreprise. Donc, on vous conseille fortement de faire appel avec un évaluateur d'entreprise, en fait, parce qu'on va devoir
savoir vraiment c'est quoi la valeur totale de l'entreprise pour pouvoir la vendre. On a quand même calculé un produit de disposition avec l'actif net. Ça va être par contre très important d'établir, de faire le choix d'une balance de prix de vente là, pour être certain que l'article ne revienne pas contre vous si jamais vous utilisez cette valeur. On voit que ça nous donne un argent disponible de 2 667 000 $ lorsqu'on dispose des actions. Donc, ouais. Là, pour l'admissibilité à la DGC, en fait, on vous a dit que quand vous vendez vos actions, ça vous rend admissible à la déduction pour gain en capital 824 176 $. Donc, on a évalué, on a regardé en fait les critères pour savoir si vous respectiez, si vous pouviez utiliser cette déduction. Puis, ils étaient tous respectés. On n'a malheureusement pas le temps, faute de temps, on vous montre un peu les calculs. Donc, notre recommandation, ça serait vraiment, en fait, dans votre cas, de vendre les actions de l'entreprise. On sait que la structure actuelle de la fiducie vous permet vraiment de multiplier la DGC, donc la vente des actions serait vraiment à proscrire, puis on vous recommande fortement de négocier avec un acheteur qui veut acheter vos actions. Il y a 3 scénarios possibles aussi pour purifier la société avec les actifs qui sont excédentaires. Premièrement, il y aurait un rachat croisé. Le rachat croisé, en fait, ce serait pour le terrain, bâtiment, équipement, véhicule, qu'on aurait transféré dans votre GESCO. La façon qu'on procède, en fait, c'est vraiment un roulement de l'article 81. Premièrement, on émet des nouvelles actions pour 1 256 000 qui est en fait le coût indiqué. Donc le PBR pour les actifs amortissables, pour les non amortissables et la FNAC pour les actifs amortissables. En échange, Aqua pourrait remettre des actions de ces actions B. Prochaine étape, deuxième roulement, on émet des nouvelles actions, actions Z, en contrepartie. Donc, en contrepartie des actifs excédentaires. Ce qu'on arrive avec un schéma ici, un schéma où on a des actions Z et des actions B de la même valeur. Ici, on va pouvoir les annuler par achat. Ça peut être un biais de façon quelconque et on vient transférer les actifs excédentaires dans Outils Plus. Toutefois, il va falloir vendre ces actifs-là éventuellement aussi, parce qu'on ne pourra plus exploiter la société, qu'on le client n'a plus de stock. Prochain scénario, dit dans la nature, important et impôt immédiat, donc on refuse. Donc, le scénario, c'est plutôt de faire une liquidation partielle. Donc, seulement liquider les actifs excédentaires et le reste, on pourrait les vendre, les actions qui seraient restantes. Dernier point aussi qu'on voulait parler, c'est au niveau fractionnement de revenus avec Gaston. Il gagne déjà un gros salaire. Donc, ici, on pourrait vendre, on pourrait lui verser des dividendes via la fiducie. Ou si on vend des actions, aussi lui attribuer des actions. Prochain point, les enfants, très important, le R3A, c'est les financements de 20% annuels au niveau fédéral. Si vous avez d'autres questions, en fait, on est très disponible pour toute période de questions. Moi, j'ai une question. Si, mettons qu'on vend les actions, oui. Puis qu'on passe à travers de la fiducie, est-ce qu'on peut passer à travers de la fiducie, premièrement? Dans le sens, je sais que vous n'aviez pas arrivé à une valeur marchande comme telle des actions, mais y avait-il une façon de peut-être estimer qu'est-ce qu'avait été la valeur avec l'information dans le cas? Et puis, ensuite, essayer de déterminer à qui la valeur avait été attribuée. Oui, en fait, c'est sûr qu'il aurait quand même été possible d'y aller avec le bénéfice caractéristique ou les flux passés. On aurait pu déterminer un multiplicateur et tout, mais on a mieux laissé le travail à un expert en évaluation d'entreprise pour avoir une valeur sûre, parce que c'est important aussi d'aller chercher la clause d'ajustement de prix pour pas que les autorités fiscales viennent contredire notre valeur d'entreprise. Donc, à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on ne l'a pas évalué. Pour ce qui est de votre deuxième question, pour la fiducie, ça serait possible d'attribuer la valeur aux bénéficiaires qui sont âgés en haut de 18 ans. Donc, vos enfants, malheureusement, on ne pourrait pas l'attribuer la valeur parce qu'on ne pourrait pas prendre la DGC, mais pour ce qui est de votre mari, puis des autres membres là, qui sont en haut de 18 ans, on peut utiliser la DGC, d'où l'idée de la multiplier. Puis comme la valeur d'entreprise semblait a priori être plus grande que 1 600 000, on est arrivé à 2 millions quelques là, en faisant seulement la valeur de l'actif net, mais ce serait sûr qu'on vous conseille en fait d'attendre un petit peu de la vente, que vos enfants aient 18 ans, comme ça vous allez pouvoir multiplier la déduction pour gain en capital entre chaque enfant également. Ça permet vraiment une multiplication là, très efficace. Est-ce qu'il y aurait de la valeur pour pouvoir partager, mettons qu'on attend pour pouvoir partager entre Bobine et les enfants, quelle valeur additionnelle qu'il devrait avoir aux actions pour pouvoir bénéficier des gains capital, des déductions pour gains capital entre Gaston et les enfants?
En fait, vous avez 3 enfants plus votre conjoint, donc ça fait 4 DGC multipliés, donc à 800 000, donc ça fait le calcul 3 200 000. OK. Plus votre DGC à vous également. Ouais. Donc un autre 800 000, pardon. Mais la valeur des actions devrait être à quel niveau pour qu'on puisse avoir? On a 4 millions environ sur cette estimation. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur le transfert des actifs. On devrait rentrer la GESCO. Oui. Je sais qu'on l'a passé comme Rapidement. assez rapidement. Je ne suis pas certaine que j'ai compris là, comme tous les impacts fiscaux, s'il y en a, ou si c'était tout simplement, à ma compréhension, j'avais compris que on m'offrait de faire un roulement puis que j'étais libre d'impôt. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Le rachat croisé permet en fait, avec 2 roulements selon l'article 85, de transférer des biens dans la société à quoi? À Outil. Premièrement, ce qui va se passer, c'est que Outil Plus, qui en fait la GESCO, va émettre des actions rachetables à une valeur du coût indiqué des biens qu'on va transférer. Donc les biens indiqués, on parle du terrain, donc c'est le PBR. On parle aussi de la FNAC pour les autres biens qui sont amortissables. Je pense qu'on parle de la bâtisse, les voitures et autres. Donc ça, c'est le premier roulement qui a lieu. Par la suite, on va... ça, c'est des actions Z qu'on avait émis. Peux-tu revenir dans le slide avant? OK, ici, on va mettre des actions W. C'est ça, ces actions-là qui sont rachetables au prix du PBR, contre des actions B qui ont une valeur présentement de 2,4 millions. Là, ça donne 523 actions, en fait, au prorata. Deuxième roulement, c'est qu'on va mettre des actions Z. Actions Z qui peuvent avoir les 3 droits si on désire de la même valeur. En échange, à quoi va transférer les actifs excédentaires. Et c'est là ensuite qu'on arrive avec 2 actions, les actions Z et les actions B de la même valeur, qui pourront s'annuler par l'émission d'un billet. On peut faire le choix de l'article 51, on fait juste changer, c'est des actions, donc ça s'échange contre un billet à payer des 2 bords, et on peut les annuler par la suite. Donc c'est une façon. Mais pourquoi on n'a pas choisi? En fait, c'est parce que de toute façon, ces immeubles-là, il fallait aussi les liquider par la suite, donc dans une GESCO. On peut les garder aussi. Si vous avez d'autres projets d'incorporer une nouvelle société, on peut faire une fusion. Ou si vos projets, vous avez un terrain, vous avez une bâtisse, vous pouvez faire des rénovations qui seraient aussi très avantageux, mais on n'avait pas toutes les informations face à vos futurs projets, mais ça pourrait vous doter d'une bonne structure. Merci. J'ai une question, Star. Là, on voit qu'il reste 477 actions privilégiées B. Est-ce que ces actions-là vont avoir un impact sur partager la déduction pour gain capital? Est-ce que ça va avoir un impact fiscal, eux autres, pour lorsqu'il va y avoir la vente des actions? En fait, les actions privilégiées ne sont pas admissibles à la déduction au gain capital. Donc, c'est vraiment pour les actions ordinaires pour avoir une notion de contrôle et une notion de plus-value. Ce qu'on a pu comprendre de ces actions-là, c'est que c'est des actions de gel. Donc, est-ce que je peux finir? On peut finir? Merci. Merci. Fake friends allowed and double FA. I don't keep fake friends around.